أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2018 a été observé à Ténimba, à 20 km de la ville de Bondoukou, par l'imam Ali Ouattara ainsi qu'un nombre important de fidèles. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan 2018 en Côte d'Ivoire commencera, Inch'Allah, ce mercredi 16 mai 2018. Bon Ramadan à toutes et à tous. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Niye kibaraye kabanya limami tomba fla yoro Côte d'Ivoire COSIM ani CODIS. Ko ka silama bela jeni lalonia kafo sungalo kalo yeli sabatila cheniba. Limamu Ali Ouattara bolo ani silama shama ko ladu. Nala sonama no lebe ben me kalo tele temps ani woroma 2018 la ole bena ben sungalo daminema limamu banyina ala fe ka kalo ni bato noyama ala mo kala ka ambe ansima ala mo kala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À Bobo, quartier Agnikro, dans cette boutique, Dame Janine Chia Atse vend des articles religieux, une activité commerciale qu'elle exerce depuis plusieurs années pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants. Elle est divorcée. Grâce à ces activités-là, c'est avec ce travail que vous pouvez me trouver dedans. C'est grâce à ça que je m'occupe de moi-même, de mes enfants. Puis, vous savez, en Afrique, c'est la famille élargie. Si quelqu'un vient vers moi, je dois aussi m'en occuper avec ce que Dieu me fait grâce. On met les enfants au monde à 2. C'est à 2 on met les enfants au monde. Donc normalement c'est jugé qu'à 2 on doit élever les enfants. Donc s'il y a un qui défaille, qui fuit, c'est qu'il n'a plus la responsabilité. Et puis pour une seule personne, c'est pas facile. Puis qu'il y a nous-mêmes, on doit s'éduquer de nous, on va finir de nous éduquer. Et puis encore des enfants encore en charge, encore les éduquer. C'est très très difficile. Il faut forcément qu'on soit à 2. Quand on décide de vivre en couple, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est pas le moment du mariage où tout le monde est content. C'est après le mariage que la vraie famille puis le vrai amour là commence. Donc j'invite tout un chacun de prendre les responsabilités, de réfléchir quand il veut poser un acte là. Les conséquences, c'est pas sur nous, parce que nous sommes déjà grands, nous connaissons nos responsabilités. Mais ceux que nous avons pris l'engagement de faire venir dans ce monde-là, ils ont besoin de notre aide. L'éducation des enfants, une tâche difficile, mais qui peut être réussie si la famille est unie. Le contraire est un frein à l'épanouissement selon bon nombre d'enfants. La famille joue un rôle fondamental dans l'éducation de l'enfant, car c'est quand le père et la mère sont réunis, cela peut favoriser une bonne éducation pour l'enfant. Si les 2 parents ne sont pas là, chacun va donner une éducation différente à l'enfant. C'est que aussi si les parents ne sont pas là aussi, l'enfant peut suivre ses amis et puis cela peut aussi le conduire au banditisme. C'est que nous voyons en griffe le phénomène des microbes. Quand il n'y a pas là un papa et maman, quand les enfants vont à l'école, ils sont traumatisés. Ils ne peuvent pas bien se concentrer. Je souhaite que les papas et mamans ils vivent en paix pour que les enfants aient un avenir meilleur. Pour les guides religieux, une famille qui vit en symbiose est une famille bénie de Dieu. Elle favorise une bonne éducation et la réussite scolaire des enfants. Pour que la famille ait toute sa stabilité au sein de la société, au sein de l'Église, au sein de l'humanité, l'Église dit que la priorité des priorités, les parents doivent procréer dans un souci spirituel et humain. Pas humain dans le sens mondain, mais dans un souci d'humanité. Le spirituel, Dieu et l'humanité. Et ainsi, ils ont l'insigne devoir de donner l'éducation, l'amour et aussi le volant pour la vie future de leurs enfants. En aucun cas, papa et maman doivent faire passer leur intérêt personnel avant l'intérêt majeur de l'amour et de l'éducation qu'ils doivent transmettre à leurs enfants. Ce qui peut détruire la famille, c'est la mauvaise éducation, qui n'a rien à voir avec l'islam. Mais l'éducation islamique permet d'apporter un très bon comportement
aux enfants et à la famille. Par exemple, dire à l'enfant de respecter les aînés, dire à l'enfant de respecter le voisinage, dire à l'enfant de ne pas mettre la différence entre ceux qui sont de la même religion que lui et les autres. L'infidélité peut détruire, l'infidélité même dans l'ensemble, au niveau même de ton quartier peut détruire. Il faut être fidèle. L'islam recommande la fidélité absolue, surtout le respect du mari. Et puis il faut être beaucoup la personne qui pardonne. La paix au sein de la famille est un idéal. C'est pourquoi, le 20 septembre 1993, l'Assemblée générale de l'ONU a décidé que le 15 mai de chaque année marque la Journée internationale des familles, une occasion de mieux faire connaître les questions relatives à la famille ainsi que les processus sociaux, économiques et démographiques qui affectent l'éducation des enfants. Cette célébration inspire une série d'actions de sensibilisation, notamment au niveau national, mettant ainsi l'accent sur la promotion de sociétés pacifiques et inclusives pour le développement socio-économique des familles. Denrées rares dans les hôpitaux ivoiriens, les besoins annuels en sang sont estimés à 240 000 poches. Seulement 160 000 sont collectés, soit un déficit de 80 000 poches de sang. Les besoins se font de plus en plus sentir à l'approche des vacances et pour renflouer la banque de sang, une opération don de sang est initiée dans un établissement secondaire de la commune d'Abobo. Tout le monde sait que la solidarité est une force et comme on a coutume de le dire, donner son sang, c'est sauver des vies, mais c'est également souvent sauver sa propre vie. Donc on va inculquer un certain nombre de valeurs dans l'esprit des enfants pour qu'ils deviennent des citoyens modèles demain. Donner son sang, c'est sauver des vies. Élèves, corps professoral et personnel du dit établissement se sont mobilisés autour de cette action de haute portée sociale. Donner son sang, c'est une bonne chose. Parce que nous voyons aujourd'hui, quand nous rentrons dans les hôpitaux, nous voyons que les gens souffrent assez à cause du problème de sang. Et pour moi, donner mon sang, c'est une bonne chose. Si l'échelle de 10, si on peut avoir au moins 6 personnes qui ont l'habitude de donner leur sang, je pense bien qu'on pourra remédier à ce problème-là, par ce manque de sang dans les hôpitaux. Le sang, produit vital pour la survie, très souvent nécessaire lors de l'accouchement, en cas d'accident ou encore en cas de maladie telle la leucémie et la drépanocytose. À cette opération don de sang, ce sont plus de 100 poches de sang qui ont été collectées. La première et la seule femme Premier ministre française, François Mitterrand, président de la République, l'a choisie le 15 mai 1991. La multiplication des affaires, l'incapacité à diminuer les injustices et la montée du chômage ont clairement déçu les Français et provoqué la progression de l'extrême droite. Michel Rocard sait depuis plusieurs jours qu'il est en sursis. François Mitterrand lui explique sa décision et lui demande sa lettre de démission. Durant 5 jours, les rumeurs vont bon train. Et le 15 mai, Michel Rocard remet sa démission au président de la République qui nomme le jour même Edith Cresson Premier ministre. Il espère ainsi provoquer un nouvel élan en vue des prochaines élections législatives. Le chef de l'État justifie ce changement par la nécessité de préparer la France à l'objectif 93, le grand marché européen. Cette nomination est bien accueillie par le Parti socialiste et les mouvements féministes, tandis que Pierre Méhénéry dénonce au nom des centristes le sectarisme et l'intolérance du nouveau Premier ministre et que le Parti communiste se déclare disposé à soutenir le gouvernement s'il mène une politique de gauche. On attendait Pierre Bérégovoy, Jean-Louis Bianco ou Michel Delbar. Et c'est la mère de Châtellerault, ancienne ministre 57 ans, qui devient la première femme nommée Premier ministre en France. Femme d'expérience au franc-parler, elle a été choisie pour mobiliser l'opinion sur la guerre économique, reconquérir l'électorat socialiste désenchanté et séduire les communistes. Le 16, jour de la passation des pouvoirs à Matignon, la liste des ministres est rendue publique. Elle comprend 29 portefeuilles contre 32 au sortant. Le 22, le Premier ministre fait devant l'Assemblée nationale une déclaration de politique générale passant en revue d'une manière jugée un peu terne ses intentions
dans tous les secteurs où s'exercera l'action gouvernementale. Elle insiste sur l'effort sans précédent qui sera fait en faveur de l'orientation des jeunes sur les ouvertures que donne à l'industrie une meilleure prise en compte des exigences écologiques et déclare vouloir doubler d'ici à 1993 le nombre des ingénieurs. Bien qu'elle ait eu le soutien de François Mitterrand, elle échoue et a été rejetée par le peuple de gauche. Edith Cresson est remplacée par Pierre Bérégovoy le 2 avril 1992, après seulement 10 mois à la tête du gouvernement.